Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en Pratique, votre émission sur les villes et l'architecture à Taïwan. Nous entrons dans l'année du serpent de bois ce 29 janvier et pour l'occasion, émission spéciale sur les serpents, un animal forcément fascinant qui inspire, on va le voir, jusque dans l'architecture. Et à Taïwan, il y a peut-être un bâtiment qui a le plus la forme de cette bête. Ça se passe du côté du stade de Kaohsiung. Le stade national surnommé le Longtung Tiuchang pour le stade du dragon devrait peut-être plutôt être surnommé le serpent solaire. D'ailleurs, il est parfois évoqué comme le serpent de verre. Il s'étend à Kaohsiung, l'une des plus grandes super-municipalités du pays, au sud, connu pour son grand port industriel et ses nouvelles architectures contemporaines. Alors, avant de rentrer dans le détail, quelques éléments pratiques sur ce stade national. Le bâtiment est signé de l'architecte star Toyo Ito. Il a été achevé en 2009 après 3 ans de travaux. Et globalement, il faut imaginer une enceinte formant un grand cercle ouvert, prenant la forme plutôt d'un point d'interrogation au niveau de l'entrée. Et il est souvent comparé à un dragon, comme on l'a dit, pour son ondulation et sa forme longiligne. Mais on va le voir, il est aussi parfois comparé à un serpent. Dans son ensemble, il est construit en béton renforcé et dans une structure complexe en acier qui se prolonge sur 25 000 m² pour un site d'une superficie de 190 000 m² environ. Notez 3 niveaux au-dessus du sol et 2 en sous-sol. Alors, les références au serpent se voient dans son enveloppe. La toiture est en effet composée de multiples panneaux solaires, plus de 8800 lors de sa réalisation, faisant de ce stade à l'époque l'un des stades les plus équipés de cette source d'énergie au monde, suffisant pour couvrir donc la consommation globale de l'édifice, et notamment ses plus de 3000 lumières, ses écrans géants, et rien d'étonnant non plus, donc qu'il soit la structure sportive la mieux équipée du pays de ce côté-là. Les apports en énergie des 22 000 m² de toiture en font donc un stade autonome, réduisant à zéro sur le papier les apports extérieurs en électricité. Et forcément, le stade a donc largement bénéficié d'une promotion de construction, disons, durable, ouverte, pour souligner cette caractéristique majeure et rare. Notez, et c'est aussi intéressant, que ça va plus loin. En outre, lorsque aucune activité ne s'y déroule, l'énergie produite est redistribuée à l'extérieur du complexe, notamment dans l'arrondissement de Zhuoying où il se situe, avec une production annuelle à l'époque de son achèvement de 1,14 gigawattheures. Aux abords du stade, on trouve un grand espace de près de 7 hectares d'espace public avec des plantes tropicales, un étang, des pistes cyclables ou encore des équipements sportifs. C'est donc cette multitude d'écailles, on va dire, de panneaux solaires qui peut faire penser à une peau de serpent solaire. C'est poétique, non ? Rien ne dit s'il va muer facilement quand il faudra changer les panneaux une fois leur durée de vie atteinte. Notez que sur les plans écologiques, les constructeurs revendiquent aussi l'utilisation de près de 100% de matières premières recyclables, mais aussi d'autres liens avec la culture asiatique, comme le respect de formes de géomancie dans le feng shui, mais surtout un gros travail de simulation sur ordinateur pour le dessiner. Le stade a en effet bénéficié de l'aide du bureau de la météo, afin de tenir compte de la direction du vent, notamment l'été, afin de laisser l'air circuler. C'est très très pratique et c'est presque vital dans une ville comme Kaohsiung, particulièrement chaude l'été, même les soirs de match, et malgré pourtant la proximité avec la mer. D'ailleurs, c'est ce qui explique cette structure ouverte de points d'interrogation, mais aussi que les côtés et la toiture ne soient pas entièrement clos, afin de dessiner un tunnel, on va dire, pour les courants d'air. La question de l'orientation se retrouve aussi dans la toiture, pensée pour protéger les spectateurs du soleil, c'est un peu le but, et le stade est aussi équipé de récupérateurs d'eau de pluie pour transporter les flux à l'intérieur et naturellement rafraîchir l'ensemble via un réseau de tuyauterie et de réservoirs souterrains. Alors, malgré tout ça, le stade donne une certaine impression de légèreté. Sa structure de tubes d'acier entrelacés de 35 mètres de hauteur maximum va venir alléger l'ensemble, ce qui va éviter des effets peut-être d'écrasement ou de masse qu'on peut observer dans d'autres stades. Notez
comme on l'a dit, que tout ça repose sur une structure d'un béton assez clair, accompagné d'un dallage à proximité, qui vient ici animer l'entrée quand on arrive, qui vient jouer aussi sur les teintes et qui fait ressortir un peu l'ensemble. Et on retrouve un peu un motif un peu d'écaille quand on arrive aussi justement via ce dallage avec des gris qui sont différents. Bon alors, on parle d'un stade, mais alors qu'en est-il d'un point de vue utilisation ? 55 000 places, plus grand stade du pays, et donc un équipement superbe. Alors, c'est aussi sa fonction omnisport qui lui permet d'accueillir des activités différentes. Il était à l'origine le stade des World Games de 2009, disons cette plus grande compétition mondiale des sports qui ne participent pas aux Jeux Olympiques. Le stade avait alors accueilli à l'époque le rugby à 7 par exemple, ou encore des compétitions d'Ultimate. Quelques mots sur l'architecte Toyo Ito, très rapidement. À Taïwan, il a signé un autre bâtiment iconique, le très célèbre et sublime Théâtre National de Taichung, ou plutôt son opéra. Structure sublime, je l'ai dit, sans poutre, un incontournable des amoureux d'architecture en France. On lui doit par contre l'hôpital Cognac G à Paris. Dans le reste du monde, vous vous en doutez, le serpent a aussi inspiré d'autres architectures et d'autres architectes. Il n'a pas inspiré que le stade de Kaohsiung. Les architectes sont intéressés par cette forme longiligne, sans membres, avec une ondulation et avec une peau en écaille si reconnaissable parmi tous les animaux. Et donc pour rester en Asie, on peut par exemple citer un autre élément d'architecture qui revendique presque une référence au serpent, qui est le musée de la préhistoire de Gyeonggok en Corée du Sud, signé des architectes Anouk Legendre et Nicolas Desmazières. Je suis sûr que vous les connaissez peut-être. Si je vous dis Cité du vin de Bordeaux, eh bien ça devrait vous aider. Là aussi, le musée prend la forme d'une longue masse, cette fois d'un acier brillant, non pas pour célébrer des sportifs, mais bien un site préhistorique. En Corée du Sud, d'une centaine de mètres de long, eh bien ce musée est recouvert d'acier inoxydable et il n'est entouré de presque aucune construction. Et là où le bâtiment est malin, c'est qu'il y a un espace entre la structure d'acier à l'intérieur et la peau, on va dire en inox, pour y caler tous les réseaux et les équipements techniques, un peu comme on pourrait voir un peu dans le corps d'un serpent. Revenons plutôt à Taïwan, pour peut-être une architecture moins impressionnante, mais aussi faisant référence claire et nette à des formes de serpents. C'est même son nom, des fours serpents. C'est un peu comme ça que ça s'appelle, ça se traduirait un petit peu brutalement comme ça. Eh bien, on peut en citer plusieurs. Vous avez le parc culturel du four serpent de céramique de Choeli. Là, c'est dans le comté de Nantou. Eh bien, il y a une particularité, la longueur du four en céramique est très très longue, et donc c'est pour ça que ça fait penser à un serpent. Alors, je l'ai dit, ça se trouve dans le comté de Nantou, c'est le seul comté du pays sans littoral, et donc au cœur des montagnes, vous avez ce four en céramique construit au début du XXe siècle, en 1927 pour être exact, pour produire des grandes jarres ou d'autres céramiques en tout genre, et qui avait été fondé par un céramiste, Jiang Songlin. On a d'autres fours de ce genre. Il y en a un par exemple à Xinghua dans l'arrondissement de Liujia dans la super municipalité de Tainan. Et là c'est pareil, ça utilise du bois comme combustible avec un intérêt surprenant. Les cendres retombent pour apporter une couleur unique aux différentes réalisations. C'est infaisable avec des fours modernes qui fonctionnent avec d'autres combustibles. Et bien là il est construit en briques d'adobe, mélange d'argile, de paille, d'eau avec un liant. Et il est très long aussi lui ce four. Et comme il est situé à flanc de montagne, et bien quand on le voit de loin, ça donne l'impression d'un long serpent dans le paysage. C'est une structure un peu traditionnelle qui date de plusieurs siècles, 300 ans au moins. Ça existe depuis au moins la dynastie des Ming vers 1665. Et il y en avait un peu partout dans le pays. C'est arrivé plus ou moins à l'époque de Chongqing, qu'on connaît plutôt sous le nom de Koshinga. Je vous passe un peu le détail de ce type de four qui peut dépasser les 100 mètres de long. Ça permet de chauffer beaucoup de choses en même temps en économisant des sources d'énergie. Et c'est aussi adapté à la cuisson simultanée de briques, de carreaux de poterie du type pot, etc., etc. Et ça permet de faire un peu différentes étapes tout au long de ce long four. Voilà, on va amener la terre, l'affiner, on va la mettre en forme, on va la sécher, on va la rentrer dans le four est scellé, cuisson, etc., etc. Et tout, dans toute cette longueur de tout ce processus, c'est un peu comme si la matière arrivait d'un côté et allait être digérée pour ressortir de l'autre à travers ce long phénomène de serpent. Et donc voilà, c'est une autre architecture qui va évoquer
ce serpent, qui est donc l'année dans laquelle on va entrer. Et puis un dernier clin d'œil, si vous visitez Taïwan, il y a un marché de nuit peut-être à visiter, celui de Huaxi à Taipei, qui est l'un des plus connus à Taïwan. Il attire beaucoup de touristes, non pas parce qu'il a une forme de serpent, bien qu'il soit très très long, mais parce qu'on peut notamment y manger des choses à base de serpents. On peut en manger du vin de serpent, des morceaux de serpent, etc. Même si je suis pas sûr que tout soit très très légal dans ce marché de nuit. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va évoquer le serpent aussi, une bête qu'on retrouve, comme je l'ai dit, dans l'architecture. Merci beaucoup, auditeurs et auditrices, d'avoir suivi cette émission de La Ville en pratique spéciale en lien avec l'année du serpent. C'était Clément Tricot. Je vous souhaite de bonnes fêtes de famille si vous passez ce nouvel an lunaire en famille ou avec des amis. Et moi, je vous retrouve donc l'année prochaine pour de nouvelles émissions. On continuera La Ville en pratique ou Relations Taïwan-France. À bientôt et surtout, portez-vous bien.